Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. La peste dansante. Avez-vous déjà fait la fête si intensément que vous avez failli mourir? Pour des Strasbourgeois de 1518, certains ont littéralement dansé jusqu'à la mort, ou en tout cas selon certaines légendes. Les résidents du Strasbourg médiéval ont été frappés par une fièvre de danse que les scientifiques n'ont jamais réussi à expliquer. Ouais, vous avez bien entendu, la fièvre dansante est bien réelle. Ce cas particulier est célèbre sous le nom d'épidémie dansante de 1518. La ville de Strasbourg faisait autrefois partie du Saint-Empire romain germanique. Tout a commencé lorsqu'une femme nommée Frau Tophea est sortie dans la rue et a commencé à danser frénétiquement. Elle tournoyait, virevoltait et bougeait son corps avec vigueur, mais n'a pas arrêté. Toute seule, sans la moindre trace de musique, Frau Tophea a dansé pendant près d'une semaine. Puis, ses partenaires de danse sont arrivés. Après une performance solo, 3 douzaines d'autres habitants ont rejoint les rues pour danser. En une semaine, 34 autres personnes s'étaient mises à danser et en un mois, elles furent aux alentours de 400. Certaines finirent par mourir de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou d'épuisement, bien qu'aucun auteur contemporain au fait n'évoque de décès liés à cette épidémie de danse, donc c'est une information à prendre avec des pincettes. Les médecins étaient déconcertés, et les habitants qui n'étaient pas touchés par cette frénésie ne comprenaient pas ce que faisaient leurs voisins, auparavant tout à fait normaux. Mais pouvez-vous vraiment les blâmer? Que penseriez-vous si des centaines de personnes se mettaient à danser comme des fous dans la rue pendant des semaines entières? Les autorités de l'époque se sont inquiétées et le conseil de la ville a convoqué les proches qui se disaient tout bonnement impuissants. Et pour endiguer cette épidémie incontrôlable, la ville décide de regrouper et de cacher les danseurs dans un lieu fermé. On encourage les danseurs avec de la musique, des habitants dansent avec eux pour les surveiller, les nourrir et les secourir lorsqu'ils tombent d'épuisement. Et pour les médecins, c'est une maladie naturelle liée à la conjonction astrale et à la chaleur. On tente même certains remèdes comme la décoction d'orge, éviter de boire du vin et le tambour et les instruments à vent sont proscrits. Mais après 6 semaines de fièvre dansante, le phénomène s'essouffle, les danseurs rentrent chez eux peu à peu, mais la fièvre dansante de Strasbourg a marqué les esprits, amplifié et elle est devenue une légende où les danseurs mouraient. Et quelques années plus tard, le médecin Paraclèse enquête sur cette mystérieuse épidémie et pour lui, c'est une révolte des femmes contre la tyrannie conjugale. D'autres spécialistes, quant à eux, évoquent l'ergotisme, une intoxication par le seigle qui provoque des convulsions et pour le romancier Jean Telet, qui a popularisé cette histoire, c'est le désespoir qui a poussé les gens à danser. L'événement a été comparé à ce qui s'est passé à Salem avec l'hystérie des procès en sorcellerie. Certains ont même avancé que la danse pourrait avoir été liée à des pratiques religieuses ou superstitieuses, peut-être comme une forme de pénitence ou de rituel de guérison. Mais malgré toutes ces théories, il n'y a pas de consensus scientifique sur la cause exacte de cette épidémie. Autant dire que le mystère est toujours non résolu. Pakal, l'homme des étoiles. Aussi farfelu que cela puisse vous paraître, il existe une véritable croyance que le célèbre roi maya Pakal aurait voyagé dans l'espace. Certains le considèrent comme le premier homme des étoiles. Mais si vous posez cette question à un archéologue, il vous rirait probablement au nez. Mais avant de vous forger votre propre idée, laissez-moi d'abord vous expliquer pourquoi certaines personnes le pensent. Mais tout d'abord, je dois vous donner plus de détails sur qui était Pakal. C'était un homme exceptionnel, roi de Palenque pendant la moitié du 7e siècle de notre ère. Palenque est aujourd'hui un site touristique très impressionnant dans l'état de Chiapas au Mexique, composé de ruines croulantes et d'artefacts oubliés. Mais il y a 1400 ans, Palenque était appelé Pakal. Et lorsque Kinich Jana Pakal est devenu roi, il a sorti la ville de l'obscurité pour la hisser au même niveau que les villes les plus avancées de Mésoamérique. La métropole de la jungle est rapidement devenue l'une des plus grandes puissances du monde maya. Pakal a accompli cette transformation en investissant dans des projets publics. Il a commandé la construction de grands temples dans toute la ville, boostant ainsi le moral et attirant de nouveaux croyants. C'était une décision impressionnante à prendre pour un garçon de 12 ans seulement. Spoiler, Pakal avait 12 ans lorsqu'il est monté sur le trône en 615. Perso, si je devenais roi à 12 ans, mon premier décret aurait certainement quelque chose à voir avec des bonbons ou des jeux vidéo. Bref, Pakal a commencé à régner alors qu'il était enfant et a maintenu son pouvoir jusqu'à sa mort à l'âge de 80 ans. Et durant tout son règne, il était également marié à une seule femme, la dame Tsakboajao. À sa mort, Pakal a été enterré dans un mausolée sous la jungle. Et sur son sarcophage est gravée l'image de Pakal s'envolant vers l'espace dans une fusée.
C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue, mais c'est la vérité, en quelque sorte. Sur son sarcophage, Pakal semble assis aux commandes de ce qui peut être interprété par certains d'un vaisseau spatial. Le couvercle de son sarcophage a donc inspiré énormément de théories et de controverses. Les experts de la culture maya ancienne croient que l'image montre quelque chose de complètement différent par contre. Pakal n'est pas dans un vaisseau spatial, mais intégré dans une scène de la mythologie maya. L'arbre du monde est derrière lui, ainsi que l'oiseau céleste, et vous pouvez voir le serpent cosmique à deux têtes sous Pakal, symbole de l'au-delà. Donc ça n'est très certainement pas un vaisseau spatial. Mais vaisseau spatial ou non, Pakal n'en reste pas moins un roi légendaire. Les monolithes de Meghalaya. En dehors de l'Inde, peu de gens entendent parler des monolithes de Meghalaya, et pourtant, ils sont considérés comme l'une des constructions les plus déconcertantes du monde entier. Rien qu'en regardant quelques images, on peut immédiatement constater que les monolithes sont encore plus étranges que Stonehenge. Il y a des centaines de pierres isolées dispersées à travers le site, et personne ne sait d'où elles viennent ni à quoi elles servaient. Jusqu'à il y a environ 10 ans, même les gens en Inde ne connaissaient pas les monolithes. L'ensemble de l'état de Meghalaya était considéré comme trop éloigné pour y voyager. Avec un changement rapide de l'économie, Meghalaya est devenue l'une des destinations de vacances les plus convoitées de la nation. Elle est passée pratiquement d'un état abandonné à un lieu où des embouteillages se produisent chaque après-midi. Les immenses pierres monolithiques ont été taillées dans des blocs uniques de granit, façonnés en piliers verticaux et en dalles horizontales. Il n'y a pas qu'un seul site dans l'état où elles peuvent être trouvées, elles sont partout, concentrées dans des champs, dispersées dans les jungles et laissées en ruine sur les flancs des collines aléatoires. Mais le plus grand des monolithes mesure plus de 7,5 mètres de hauteur. Une légende locale raconte qu'un géant serait responsable de la disposition des pierres, les utilisant comme son propre terrain de jeu rocheux. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il n'y a absolument aucune trace historique des mégalithes nulle part en Inde. Des experts tels que le Dr Vinay Kumar de l'université hindoue de Benares pensent que les pierres ont été rassemblées durant le règne du royaume de Jentiapur. Ce royaume s'étendait sur les collines de Meghalaya jusqu'au Bangladesh il y a 500 ans et a existé jusqu'en 1835 lorsque les Britanniques sont arrivés et ont exilé le roi de Jentiapur. Le Dr Kumar pense que le peuple Jaintia a érigé ces pierres en commémoration des morts et servait peut-être de tombe ou de gigantesques marqueurs funéraires, mais si c'est vrai, où sont les corps? Et pourquoi certaines pierres sont-elles des tours verticales tandis que d'autres sont des dalles horizontales? Là aussi, c'est une question qui reste sans réponse. Le guide touristique Samuel Savian raconte aux visiteurs que les monolithes verticaux étaient des pierres tombales pour les hommes, tandis que les dalles horizontales étaient des pierres tombales pour les femmes. Mais sans aucune preuve physique, tout cela n'est que spéculation. Le mystère d'Hawaï. Les premiers colons sont arrivés à Hawaï en 1778. Et en moins de 2 décennies, le royaume d'Hawaï était établi, mais il fallut encore 2 siècles avant qu'Hawaï ne soit intégré aux États-Unis d'Amérique, devenant ainsi le 50e État en 1959. Mais de nos jours, il est facile d'oublier à quel point l'histoire d'Hawaï et de son peuple remonte loin. L'archipel regorge de mythes, de secrets et de légendes oubliées. Et l'un des plus grands mystères, peut-être le plus grand et le plus important de tous, concerne le roi Kamehameha Ier. Pour certains d'entre vous, le mot Kamehameha inspire peut-être un personnage d'anime avec les cheveux hérissés. Mais Kamehameha est le nom d'un homme réel, celui qui a unifié les îles hawaïennes sous un seul roi. Kamehameha est la figure historique la plus importante de l'histoire hawaïenne moderne. Le roi est mort en 1819 et à ce jour, personne ne sait où il repose. Ses restes sont probablement encore dans l'archipel de Hawaï, mais le mystère est de savoir où il se cache exactement. Pour les anciens Hawaïens, les enterrements étaient des événements extrêmement importants. On pourrait dire la même chose de nombreuses cultures à travers le monde. Mais les Hawaïens étaient particulièrement secrets lorsqu'il s'agissait des rites funéraires, des chefs et des rois. La première étape consistait en une cérémonie où le corps était préparé pour l'au-delà. Cette étape était assez macabre, encore plus macabre que les pratiques modernes des pompes funèbres. À l'aide d'outils primitifs, la chair était retirée des os et une fois que les os étaient propres, il était temps de les cacher dans un lieu secret que personne ne découvrirait jamais. Et lorsque la nuit tombait, après la préparation des ossements du roi Kamehameha, ses lieutenants de confiance, Oapili et Oululu, prenaient ces restes et les déposaient dans un endroit secret. Ils les ont probablement laissés dans une grotte ou les ont peut-être enterrés quelque part près de la côte. Mais il était absolument impératif que les os soient cachés, sinon l'esprit du roi ne pourrait jamais faire la transition vers le royaume hawaïen des dieux.
Cela fait maintenant plus de 2 siècles et le lieu de repos final de Kamehameha reste un véritable mystère. Et vous vous doutez bien que de nombreuses personnes ont tenté de les retrouver, et les spéculations sont nombreuses. Il a été suggéré que ces ossements pourraient être cachés quelque part près de Kaloko Ono Kau, où des chefs précédents ont été enterrés, mais personne n'a encore trouvé les restes du roi. Mais qu'en pensez-vous? Devrait-on le laisser reposer en paix, ou les gens devraient-ils poursuivre leurs recherches? Les Nibelungen. Les Nibelungen sont une race soit de nains, soit d'elfes, ou peut-être de géants. Mais attendez, si vous n'avez jamais entendu parler des Nibelungen, laissez-moi reprendre dès le début. L'Allemagne, et en fait toute la zone germanique de l'Europe, est le berceau de mythes et de légendes incroyables que très peu de gens connaissent aujourd'hui. Vous connaissez certainement quelques légendes des mythes grecs, romains, vikings, voire même arabes, comme les djinns et les génies, mais peu de gens sont familiers avec la légende germanique des Nibelungen. L'histoire des Nibelungen a été écrite il y a environ 800 ans, bien qu'elle ait probablement été transmise de génération en génération bien avant cela. L'histoire tourne autour d'un prince puissant et d'une race de créatures mystérieuses qui auraient vraiment pu exister. Le prince Siegfried est tombé sur un groupe de créatures horribles appelées les Nibelungen lors de l'une de ses aventures. C'était une espèce de nain ou de géant selon les versions, intelligent, avide et étonnamment cruel. Mais grand ou petit, toutes les légendes s'accordent à dire que les Nibelungen étaient des collecteurs de grandes richesses. Siegfried, un descendant des anciens nordiques, aurait essayé de prendre le trésor des créatures et a été brutalement assassiné. Et en même temps, à quoi s'attendait-il? Il est entré dans la tanière des nains ou des géants et voulait piller leurs richesses sans en subir les conséquences. Et après la mort du héros, les Nibelungen ont tout simplement poursuivi leurs petites affaires. Ensuite, au 5e siècle, ils auraient été détruits par Attila le Hun. En gros, ça ressemble à n'importe quel autre conte mythologique inventé par des peuples anciens. Mais si ce n'était pas le cas, le conte est également raconté en Islande et était un favori des Nordiques en Europe. Le terme Nibelungen apparaît dans des endroits assez inattendus, y compris dans un poème latin écrit vers l'an 920. Les historiens n'arrivent tout simplement pas à se décider si les Nibelungen étaient de véritables êtres mythologiques dont l'histoire s'est mêlée à de faits réels, ou bien était-ce une véritable tribu, voire même un peuple dont l'histoire s'est mélangée au mythe et qui a été oublié par l'histoire. Le premier artiste. Au Moyen-Âge, les gens croyaient aux licornes. Si vous étiez un paysan ordinaire au Moyen-Âge qui passait toutes ses journées sur ses champs, vous penseriez très certainement que les licornes étaient réelles. Et vous auriez aussi de très bonnes raisons de croire qu'une telle créature mythologique avait autrefois foulé la terre. Dans le centre de l'Allemagne, il existe une grotte remplie d'ossements de licornes. Et sans surprise, elle s'appelle la grotte des licornes. Quelle appellation créative! Et depuis des siècles, les hommes retournent dans cette caverne sombre pour s'émerveiller devant les incroyables ossements qui y sont dispersés sur le sol. Ce n'est que dans les temps modernes que les scientifiques ont confirmé une fois pour toutes que les ossements n'appartiennent pas à de véritables licornes de contes de fées. Les ossements proviennent de cerfs géants et d'autres créatures préhistoriques énormes. Et tout comme les Grecs voyaient des crânes de mammouths et pensaient qu'ils appartenaient à des cyclopes ou des géants, quand des gens ordinaires ont vu ces ossements, ils ont pensé qu'ils appartenaient à des licornes. D'ailleurs, c'est une constance humaine. Quand on n'arrive pas à trouver une explication rationnelle à un phénomène, l'imagination tend toujours à prendre le relais. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Après tout, l'imagination est ce qui rend les humains humains. Et en parlant d'humains, la grotte allemande abritait bien plus que de simples cerfs préhistoriques. Une récente excavation a révélé un os de pied d'un animal ancien gravé de symboles étranges. Et lorsque des scientifiques du gouvernement local ont analysé l'os, ils ont découvert qu'il avait environ 51 000 ans. Toutes ces années avant aujourd'hui, la grotte des licornes était occupée par des néandertaliens, nos mystérieux cousins préhistoriques. L'os du pied, qui appartenait autrefois à un cerf géant que l'on croyait être une licorne, est désormais considéré comme l'objet symbolique le plus ancien jamais découvert. Selon l'archéologue Dirk Leder, la signification de l'objet est perdue dans le temps. Il a peut-être été utilisé pour communiquer avec d'autres membres du groupe ou pour invoquer les esprits en quête d'aide. Il n'y a tout simplement aucun moyen de le savoir. Et l'un des plus grands mystères que les scientifiques sont encore incapables de résoudre est celui de l'émergence de l'art et de la pensée abstraite dans le cerveau humain. Autrefois, les scientifiques pensaient que les Homo sapiens étaient les premiers animaux à acquérir la capacité de créer de l'art à partir de notre imagination. Mais avec la découverte de cet os, ainsi que d'autres révélations récentes, cela pourrait ne plus être le cas. Les scientifiques commencent à penser que les Néandertaliens étaient tout aussi puissants sur le plan cognitif que les Homo sapiens. Ils étaient peut-être aussi intelligents
aussi créatifs et aussi humains que nous le sommes aujourd'hui. Les pyramides sans couvre-chef. Les pyramides ont quelque chose en commun avec les sapins de Noël. Lorsque les pyramides étaient achevées et les pierres étaient bien polies et ils brillaient comme un diamant sous le soleil du désert, quelque chose était ajouté au sommet. Certaines personnes mettent une étoile au sommet d'un sapin, d'autres un ange. Les Égyptiens, eux, plaçaient ce que l'on appelle un pyramidion au sommet de leur pyramide. Un pyramidion, appelé par les Égyptiens benben, était une pierre de fête, un peu comme la cerise sur le gâteau qui venait parfaire un projet architectural impressionnant. Ils étaient généralement faits de calcaire, de granit ou de basalte, et souvent, ils étaient recouverts de plaques d'or, de cuivre ou même d'électrum. L'électrum est un alliage que très peu de gens connaissent. Il est naturellement un mélange d'or et d'argent avec des traces d'autres métaux. Ce mélange crée une sorte d'or verdâtre qui aurait certainement été magnifique au sommet d'une pyramide. Mais prenons désormais le temps de regarder de plus près la grande pyramide de Gizeh et ses deux voisines majestueuses. Remarquez-vous quelque chose d'étrange à propos de ces merveilles anciennes? C'est vrai, elles n'ont pas leur pyramidion, et sont comme des sapins de Noël sans décoration, sans étoiles au sommet. Alors, où sont passées les pierres de fête? C'est un mystère qui pourrait ne jamais être résolu. Sur toutes les pyramides égyptiennes, seuls 4 de leurs pyramidions ont été conservés. Ils se trouvent tous dans le musée égyptien du Caire. Certains experts ont suggéré que la grande pyramide de Gizeh n'a peut-être jamais eu de pyramidion. Pourtant, cela semble très étrange. Regardez simplement l'espace vide au sommet de la pyramide et dites-moi qu'il n'y avait pas autrefois un pyramidion là-haut. Et voici un autre fait surprenant. La pyramide mesure environ 9 mètres de moins que ce qu'elle mesurait à l'origine, selon les calculs géométriques faits par des archéologues. Et on sait que cette différence est due à plusieurs éléments. Le vol de certaines pierres, l'érosion et l'absence du pyramidion. Mais à quoi aurait bien pu ressembler le pyramidion de la grande pyramide de Gizeh? Il existe des rumeurs qu'un trône géant était installé au sommet de la pyramide, ou bien qu'elle abritait une énorme sphère en or destinée à imiter le soleil ou l'étoile Sirius qui était associée à la déesse Isis. Malheureusement, personne n'a vu le pyramidion de la grande pyramide depuis 4000 ans et il a soit été détruit, soit il est enterré quelque part en Égypte. Quoi qu'il en soit, nous n'avons aucune idée de ce à quoi il ressemblait. Grotte de Pentel. La grotte de Pentel, nichée dans la grandeur des monts Pentéliques en Grèce, est un site d'une importance historique considérable, et ce, depuis des millénaires. Les marbres extraits ici ont jeté les bases de structures illustres telles que le Parthénon et d'autres sites athéniens très renommés. Mais la montagne ne recèle pas que des minéraux précieux. Dans ces forêts de pins se cache une caverne, la grotte de Pentel, qui s'étend sur environ 61 mètres de long et s'élève jusqu'à 20 mètres de hauteur. À l'intérieur de cette grotte se trouve un réseau complexe de tunnels dont l'un mène à une ancienne piscine souterraine qui était autrefois considérée par les Grecs comme un portail vers un monde souterrain. La grotte de Pentel perpétue des mythes et des légendes depuis toujours. Dans l'Antiquité, ce lieu était associé au dieu espiègle Pan ou Pan, car les archéologues ont découvert des objets représentant Pan cachés dans les niches de la grotte. Il pourrait s'agir d'un lieu d'activité rituelle dédié à l'honneur de ces divinités malicieuses. Et avec l'avènement du christianisme en Grèce vers le 1er siècle de notre ère, la grotte de Pentel est devenue un véritable refuge pour les ermites religieux et les moines solitaires. Une église en ruine, prétendument construite au XIe siècle, garde l'entrée de la grotte, mais ses véritables origines restent entourées de mystères. Certains pensent qu'il s'agissait d'une église gnostique, mais il n'existe pas de document historique définitif. Et récemment, la grotte de Pentel est devenue un centre d'activité paranormale. Des visiteurs ont affirmé avoir entendu des voix désincarnées résonner dans les profondeurs de la grotte, tandis que des prétendues observations d'ovnis ont été relativement fréquentes dans les années 1960 et 70. Des randonneurs racontent des événements très étranges, comme de la musique lancinante qui s'échappe de l'entrée de la grotte, comme si elle était jouée par le dieu Pan lui-même ou ses nymphes. Et l'un des événements les plus étranges concernant la grotte de Pentel s'est produit en 1977, lorsqu'une organisation énigmatique est arrivée sur les lieux, bouclant la zone avec du fil barbelé et déclenchant des explosions de dynamite dans la grotte. Des bulldozers ont été amenés au sommet de la montagne où la nature de leur activité souterraine est restée complètement secrète. Les spéculations allaient bon train.
allant de l'implication de l'OTAN et du gouvernement américain dans l'établissement d'une installation nucléaire à leur supposée découverte d'un portail interdimensionnel qu'ils tentaient d'activer. Et au bout d'un certain temps, l'organisation est partie soudainement, laissant derrière elle un ensemble d'équipements abandonnés. L'église située près de l'entrée a été gravement endommagée et d'étranges couloirs en béton ont été découverts à l'intérieur de la grotte. Mais quel que soit le but des travailleurs, il reste une énigme. Et bien qu'il soit revenu brièvement dans les années 90, le ministère grec de la Culture est intervenu, les obligeant à quitter les lieux. Tout cet épisode reste une énigme. Et aujourd'hui, la grotte de Pentel repose dans un isolement tranquille, dégageant une aura pour le moins troublante. Et des scientifiques auraient découvert le sarcophage d'un roi légendaire vieux de 12 000 ans. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.